Bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour essayer de vous faire rencontrer ce mystérieux conte de Lautréamont, même si je doute qu'on ne puisse jamais véritablement en faire la connaissance. Alors, je commencerai par une phrase du grand écrivain de la fin du XIXe siècle, Huysmans. Huysmans qui, en découvrant les chants de Maldoror, écrit « Que diable pouvait faire dans la vie l'homme qui a écrit d'aussi terribles rêves ?» Et si Huysmans pouvait se poser la question de ce que ce mystérieux auteur faisait dans la vie, c'est que longtemps on n'en a rien su. Regardez encore dans les années 1920, en 1928, quand André Breton écrit son Nadja, eh bien, il parle au tout début de Nadja, dans les toutes premières pages, de ce cas de surnaturel, il emploie bien le mot surnaturel, ce qu'il appelle un effacement humain aussi complet. Et je pense que cette absence de toute information, ce mystère entourant la vie du comte de Lautréamont a contribué pour beaucoup à ce qui a été une sorte de véritable mythe de Lautréamont. Si Lautréamont a été sacralisé, on le verra comme il a pu l'être à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, c'est sans doute du fait de cette aura de mystère par rapport à toutes ces ombres qui entourent sa vie. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, un certain nombre de recherches biographiques nous ont permis d'en savoir un peu plus. Là, je vous montre par exemple une monumentale biographie que Jean-Jacques Lefrère avait consacrée à Isidore Ducasse, vous l'avez compris, ce mystérieux comte de Lautréamont. Et en voyant ces 700 pages extrêmement denses, bourrées d'informations érudites diverses, on pourrait se dire « Ah, donc désormais, nous savons qui était Isidore Ducasse ». Je dois vous dire qu'en réalité, nous n'en savons pas tant que ça. Parce que quand on lit ce livre, eh bien, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses sur les membres de la famille d'Isidore Ducasse, sur ses professeurs, sur ses voisins, sur toutes les personnes qu'il a pu rencontrer. Mais il est vrai que lui a quelque chose de toujours fuyant. C'est finalement le personnage dont on sait le moins de choses quand on lit sa propre biographie, ce qui est quand même un comble. Donc je voudrais que nous ne soyons pas dupes des informations que tout de même je vais essayer de vous donner. Il me semble que cette ombre entourant sa vie doit être maintenue à l'esprit pour bien comprendre ce qu'a pu représenter Lautréamont pour ses lecteurs. Donc un mystère continue à planer sur l'existence de cet auteur. J'en parlais, je crois, la semaine dernière. Même la question de son visage reste très énigmatique. Pendant longtemps, le visage de Lautréamont a été totalement inconnu. Alors, dans les années 1970, en 1977, le même Jean-Jacques Lefrère, qui devait plus tard écrire la biographie dont je vous parlais, donc ce Jean-Jacques Lefrère a publié un livre qui s'appelle « Le visage de Lautréamont », livre dans lequel il faisait part de sa découverte dans un grenier, quelques documents oubliés, parmi lesquels, prétendait-il, figurait le portrait d'Isidore Ducasse. Alors je vous montre ce portrait tout à fait vraisemblable, mais je dirais que l'authenticité de ce portrait a pu être discutée et qu'au minimum, nous ne pouvons pas être certains catégoriquement qu'il s'agisse du visage de Lautréamont. Et je dois vous dire que c'est une version de l'histoire qui me séduit davantage. Le fait que le visage d'un auteur nous reste à jamais inconnu quand nous lisons son livre, et s'il nous reste inconnu, eh bien c'est qu'il nous reste à l'imaginer. C'est en ce sens-là que je trouve assez belle l'idée d'un visage à jamais dérobé.
Alors je dirais d'ailleurs que si j'insiste sur le peu de renseignements biographiques qui ont été à notre disposition pendant longtemps, c'est que cela explique en partie l'attrait de Lautréamont pour une certaine modernité. C'est-à-dire que cette modernité s'est affirmée notamment en refusant l'identité qui traditionnellement était posée comme une évidence, donc l'identité entre l'écrivain tel qu'il s'exprime dans ses livres et la personne biographique de l'auteur. Alors j'ouvre une petite parenthèse mais que je crois intéressante à faire puisque on pourrait dire que la déclinaison la plus précise, la plus féconde, c'est sans doute celle que Proust a proposée dans son Contre Sainte-Beuve. Que Proust nous dit-il dans cet ouvrage, donc Contre Sainte-Beuve, et d'abord, pourquoi écrire un ouvrage contre Sainte-Beuve? Alors, je rappelle rapidement que Sainte-Beuve a été un des très grands critiques littéraires du XIXe siècle. Et il se trouve que sa critique littéraire reposait sur ce qu'il considérait comme une évidence, à savoir le fait que l'on pouvait juger l'œuvre d'après la personne même de l'auteur. Ce qui explique que Sainte-Beuve écrive des pages très dures sur Baudelaire, qu'il connaît bien et qu'il juge tout à fait médiocre. Il en déduit donc que la poésie de Baudelaire ne peut être que médiocre. Et c'est sur ce point-là que se situe la réponse de Proust. Et Proust s'en prend très violemment à Sainte-Beuve en considérant que c'est extrêmement naïf de sa part que de confondre ainsi la personne de l'auteur qu'il peut côtoyer et ce qui s'exprime dans l'œuvre littéraire. Alors je vous lis deux courts extraits pour illustrer cela. Un livre, dit-il, est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. Et un peu plus loin, il écrit encore « L'homme qui vit dans un même corps avec tout grand génie a peu de rapport avec lui. C'est lui que ses intimes connaissent, et ainsi il est absurde de juger comme Sainte-Beuve le poète par l'homme ou par le dire de ses amis. Quant à l'homme lui-même, il n'est qu'un homme et peut parfaitement ignorer ce que veut le poète qui vit en lui. Et c'est peut-être mieux ainsi. » Alors, pour résumer, on peut dire que Proust, bon, évidemment, bien après Lautréamont, mais j'essaie de vous expliquer quelle pouvait être alors la sensibilité de cette modernité qui va accueillir Lautréamont avec autant d'enthousiasme. Et donc, Proust pose une distinction radicale entre le moi créateur, ceux qui s'expriment dans une œuvre, et le moi social, c'est-à-dire la personne qui partage une vie sociale avec ses contemporains, la personne que l'on peut connaître. Vous voyez ? Et donc le fait qu'on ne puisse pas vraiment connaître Isidore Ducasse, finalement, s'accorde parfaitement avec cette théorie, comme si, non, ce n'est pas du côté de la vie de l'auteur qu'il nous faudra chercher des éclaircissements pour comprendre un peu mieux les chants de Maldoror. Bon, maintenant je vous dis cela, mais l'honnêteté me force à préciser que certains s'emploient tout de même à tenter d'expliquer les chants de Maldoror par la psychologie d'Isidore Ducasse. J'y ferai allusion plus tard. Bon, vous avez compris que ça n'est pas la lecture qui me semble la plus séduisante. Cela étant dit, il me paraît tout de même intéressant de vous présenter ce qu'on peut savoir tout de même de ce passage d'Isidore Ducasse dans notre monde. Alors, on pourrait dire que l'histoire commence en 1839, quand un certain François Ducasse,
qui est alors instituteur dans le sud-ouest de la France. D'ailleurs, vous entendez les sonorités du nom, Ducasse. Et donc, François Ducasse, qui est instituteur dans le sud-ouest de la France, qui a alors une trentaine d'années, 30 ans je crois, décide de partir en Uruguay. Alors, cette idée pourrait sembler un peu surprenante, en réalité pas du tout, parce que c'est un contexte, je dirais, de crise économique. Beaucoup de Français, et notamment dans le sud-ouest, ont de graves difficultés à subsister. Or, on sait qu'il y a des possibilités de travail en Amérique du Sud. Et Bordeaux est évidemment le port qui permet de regagner cette Amérique du Sud, et notamment l'Uruguay, pays avec lequel la France a des rapports très proches. Encore aujourd'hui, il y a une sorte de francophilie en Uruguay. Et ce dit en passant, c'est ce qui explique, comme je vous l'ai dit également la semaine dernière, que 3 grands poètes français sont également originaires de Montevideo. D'abord Isidore Ducasse, donc, puis il y aura Jules Laforgue, et enfin Jules Supervielle. C'est très frappant de penser à ces 3 grands poètes, donc entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, donc que ces 3 grands poètes viennent de cette même ville lointaine. Toujours est-il que cette immigration va permettre à François Ducasse de changer radicalement de vie, et même d'occuper un poste assez prestigieux. Il devient chancelier, donc ce modeste instituteur qui avait du mal à subsister devient un notable de Montevideo, donc le chancelier François Ducasse, qui acquiert donc une certaine fortune, un certain prestige. Et en 1846, il épouse à Montevideo une certaine Célestine d'Avzac, qui est elle-même originaire du même petit village. Je ne l'ai pas précisé, c'est un village qui s'appelait Sarniguet. Voilà, donc il a retrouvé une compatriote à Montevideo qu'il épouse en 1846. Alors les plus vertueux d'entre vous tiqueront sans doute quand je dirai que c'est seulement 1 mois et demi plus tard que naît Isidore Ducasse, donc le 4 avril, donc le 4 avril 1846 que naît Isidore Ducasse. Isidore Ducasse, qui, il faut bien le dire, ne connaîtra pratiquement pas sa mère, sa mère qui meurt le 9 décembre 1847, il y a quoi, 1 an et demi à peu près, quand sa mère disparaît. Par ailleurs, le contexte de la naissance d'Isidore Ducasse est extrêmement violent, puisque, et ça, gardez-le à l'esprit, vous verrez en quoi c'est extrêmement frappant de penser qu'Isidore Ducasse naît dans une ville assiégée. Et effectivement, assiégé pourquoi? Eh bien parce que depuis des années, l'Argentine et l'Uruguay se font la guerre. C'est depuis 1839 qu'en fait il y a une sorte de guerre civile en Uruguay, avec d'un côté des partisans du président qui sont d'ailleurs appuyés par la France, et de l'autre côté des partisans donc de son adversaire politique, qui sont appuyés par l'Argentine. Et donc une guerre civile qui permet en réalité à l'Argentine d'entrer en conflit avec l'Uruguay. Et de 1843 à 1851, donc c'est extrêmement long, sur 8 années, la ville de Montevideo est assiégée. Et elle peut tenir le siège, notamment grâce à l'approvisionnement des troupes françaises, donc alliées de l'Uruguay, vous l'avez compris. Mais donc ce qui est intéressant, c'est la dimension de ce siège, qui va même inspirer un roman à Alexandre Dumas. Il va parler de la Nouvelle Troie. Alors Troie, ça a été 10 ans comme vous le savez, mais là presque 10 ans de siège pour ce Montevideo, dans lequel naît donc Isidore Ducasse.
Alors la guerre à proprement parler s'achève au tout début des années 1850, mais visiblement pendant encore plusieurs années le pays va être caractérisé par des violences extrêmement fréquentes, des tensions en quelque sorte. Donc vous voyez que si on a envie de garder une information importante, si l'on veut expliquer l'œuvre par la personnalité de l'auteur, c'est évidemment cette enfance caractérisée par une violence originelle, hein, naître dans une ville assiégée, hein, et par ailleurs, l'importance qu'il y a à naître, je dirais, dans un monde double. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, Isidore Ducasse appartient à une famille française plutôt aisée, oui, mais en même temps, il est entouré de toute cette vie de Montevideo. Montevideo qui est une ville où on parle d'ailleurs aussi bien le français que l'espagnol. Hein, Montevideo est alors surnommé le Petit Paris. Hein. Donc c'est évidemment intéressant de penser aussi à cette manière d'être toujours sur deux cultures à la fois. Hein, et encore une fois, si on a envie de succomber à une explication psychologique, hein, sans doute que cela favorise un certain recul par rapport au code, hein, et on verra que c'est bien cela qui est au cœur des chants de Maldoror. Alors cette première partie de la vie d'Isidore Ducasse, hein, vous l'avez compris, dans un milieu tout à fait aisé, dans des conditions, on l'imagine, tout à fait confortables, mais cette première partie de la vie d'Isidore Ducasse, son enfance, prend brutalement fin quand son père l'envoie à Tarbes, hein, pour ses études. Hein, et vous voyez bien comment les familles françaises fortunées à l'étranger trouvaient plus chic que leurs enfants soient éduqués dans leur pays d'origine. Hein, et il y a quelque chose là qui ne surprend pas dans cette manière qu'a eu le père d'Isidore Ducasse de le renvoyer alors qu'il a 12-13 ans, donc dans ce lycée de Tarbes où il ne connaît évidemment absolument personne. Et puis c'est là qu'il découvre toutes les cruautés, toute la violence aussi de la vie en internat. Hein, il faut penser que la vie en internat ces années-là, le pion, hein, et Isidore Ducasse il fait souvent référence au pion, mais le pion, le surveillant, hein, a des pouvoirs qui nous apparaîtraient aujourd'hui absolument exorbitants, hein, de sorte que les élèves vivent même dans une sorte de climat de violence, de climat répressif permanent. Je souligne ça parce que Julien Gracq, dans sa lecture des Chants de Maldoror, insiste beaucoup sur cette expérience initiale de la vie en internat. Hein, alors encore une fois, hein, c'est une lecture plutôt biographique qui n'est pas la mienne, mais surtout puisqu'il s'agit de celle d'un grand écrivain comme Julien Gracq, hein, je me dois évidemment de la rapporter. Donc pour Julien Gracq, cette expérience de la vie en internat aurait été déterminante et expliquerait beaucoup de rapports violents que l'on trouve dans les Chants de Maldoror. Hein, je pense que j'y reviendrai, mais ce qui arrête Julien Gracq, c'est l'importance donnée dans les Chants de Maldoror aux cheveux, d'une part, et aux poux, d'autre part. Et effectivement, pour éviter la contamination par les poux, les élèves étaient alors rasés. Hein. Et donc, Julien Gracq voit dans le fait d'être rasé, d'avoir le crâne rasé, avec cette menace des poux permanente, l'explication de ces pages assez étonnantes dans les Chants de Maldoror, où il est question soit de perdre ses cheveux, hein, et souvent d'une manière extrêmement violente, hein, et vivement arrachés, hein, ou il est question justement des poux, hein, notamment dans une des strophes les plus hallucinantes des Chants de Maldoror, hein, une véritable ode aux poux.
Donc pour vous dire que Julien Gracq explique ces étranges obsessions pour les cheveux et pour les poux par cette vie en internat et les pratiques qui s'y trouvaient alors. C'est à Tarbes, dans ce lycée, qu'il rencontre un certain nombre de camarades qui deviendront pour beaucoup les dédicataires de ses poésies. Si vous vous référez aux poésies dans le volume au programme, vous verrez qu'au début des poésies, il y a une liste de noms, et ces noms, ce sont les personnes auxquelles Isidore Ducasse dédie ses poésies. Et donc la majorité de ces noms, ce sont d'anciens condisciples de son lycée de Tarbes. Alors, notamment, il fait la rencontre, tout de même, il faut que vous le gardiez à l'esprit. Il fait la rencontre d'un jeune garçon, un certain Georges Dazay. Et donc, Isidore Ducasse a 13 ans, alors que Georges Dazay n'en a que 8. Et ce nom, Georges Dazay, va revenir, alors d'une part dans la liste de dédicataires des poésies dont je vous parlais à l'instant, mais aussi, vous allez le voir d'une manière assez étrange, dans les chants de Maldoror eux-mêmes. Alors vous vous dites peut-être, si vous avez lu l'œuvre, non, j'ai jamais croisé le nom de Georges Dazay, mais vous verrez qu'il y est quand même, en quelque sorte, ce nom de Georges Dazay, tout particulièrement dans le premier chant des chants de Maldoror. Donc c'est vraiment une énigme, cette présence obsédante de Georges Dazay. Et certains critiques se sont servis de la figure de Georges Dazay pour en faire une sorte de modèle de tous les jeunes adolescents martyrisés, humiliés, violentés que l'on trouve dans les chants de Maldoror. Et comme si Maldoror avait incarné les pulsions que le jeune Isidore Ducasse aurait pu alors éprouver envers Georges Dazay. L'interprétation, je ne dis pas que l'interprétation est stupide, le problème c'est que vous voyez bien combien elle repose d'une part sur certains a priori psychologiques qu'on peut discuter, et surtout ne permettent rien de prouver. Tout cela repose essentiellement sur des hypothèses à jamais invérifiable. C'est bien sûr ce qui me gêne dans ce genre de lecture. Alors, en 1863, il entre au lycée de Pau, et c'est au lycée de Pau qu'il assiste aux leçons d'un professeur de rhétorique qui s'appelle Monsieur Gustave Instinct. Et ce Gustave Instinct aura lui aussi son importance puisqu'on le retrouve dans la liste de dédicataires des poésies. Alors, je me dépêche d'avancer. En 1865, il passe avec succès son baccalauréat ès lettres, mais on ne sait pas s'il obtient son baccalauréat ès sciences l'année suivante. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en 1867, il revient à Montevideo, revoir son père, dont il n'a pas vu depuis bien sûr des années, mais il ne revient à Montevideo que pour repartir aussitôt, puisqu'il s'installe à Paris, et évidemment aux frais de son père. Et j'ai parlé de Lautréamont comme d'un poète maudit la semaine dernière, mais il ne faudrait surtout pas associer à cette malédiction, si on peut dire, de Lautréamont, une pauvreté qu'Isidore Ducasse n'a jamais connue. Il avait un côté, encore une fois, si on l'enferme dans nos catégories psychologiques un peu faciles, il y a un côté un peu fils à papa qui n'a jamais véritablement connu la misère, même s'il ne cesse de se plaindre de l'avarice de son père. Je vous conseille de lire les quelques lettres qui nous sont parvenues d'Isidore Ducasse. Elles sont assez drôles quand on, d'une
part parce qu'Isidore Ducasse a toujours la même manière d'écrire que l'on trouve dans les chants de Maldoror, et sa correspondance est vraiment très étonnante, et d'autre part il y a d'une ingratitude caractérisée en passant son temps à se plaindre de l'argent que ne lui envoie pas son père. Il n'empêche qu'il s'installe à Paris, dans l'un des quartiers les plus chics de l'époque, vers la Bourse, les grands boulevards, c'est-à-dire au cœur du Paris haussmannien. Alors, cette première année à Paris, en 1868, est assez décisive, puisqu'il publie à compte d'auteur. Vous savez, ce qu'on appelle publier à compte d'auteur, c'est quand on doit payer l'imprimeur pour obtenir des ouvrages, au lieu d'être payé soi-même par un éditeur. Et donc, il publie à compte d'auteur, entendons, aux frais de son père, une petite plaquette, un livre très peu épais, mais qui présente une première version du chant premier des chants de Maldoror. Donc 1868, première édition du chant premier, sans nom d'auteur. Je reviendrai sur ces détails qui me semblent avoir leur importance, mais pour l'instant il n'y a aucun nom d'auteur qui figure sur la couverture. Alors, il envoie cette plaquette à différents critiques, en espérant se faire connaître, se faire reconnaître, ainsi qu'à Victor Hugo. C'est très étonnant, mais il faut penser qu'à l'époque, donc Victor Hugo, nous sommes sous le Second Empire, là, en 1868. Alors le Second Empire, à sa toute fin, il ne lui reste plus que 2 ans à vivre au Second Empire, mais nous sommes encore dans le Second Empire, donc Victor Hugo est toujours exilé dans les îles britanniques, mais il est plus que jamais une sorte d'autorité à la fois morale et poétique. Donc on sait que Victor Hugo, chaque année, recevait des centaines de lettres de jeunes poètes qui lui demandaient bien sa bénédiction, en quelque sorte. Et donc Isidore Ducasse s'inscrit tout naturellement dans cette pratique, en quelque sorte, et il envoie son premier chant de Maldoror à Victor Hugo. On le sait parce qu'on a retrouvé dans la demeure de Victor Hugo à la fois ce volume, mais aussi la lettre qui accompagnait ce volume. Alors cette lettre, vous la trouvez à la toute fin du volume au programme, page 503, page 503 et 504, Isidore Ducasse donc envoie, en signant de son nom Isidore Ducasse, donc envoie son chant premier à Victor Hugo, et il conclut sa lettre d'une manière très chant de Maldoror justement. Je frémis de vous avoir écrit, moi qui ne suis encore rien dans ce siècle, tandis que vous y êtes le tout. Et tout écrit avec un T majuscule. Bon. À la fois, vous voyez qu'il y a beaucoup d'humilité de la part de ce jeune Isidore Ducasse qui dit frémir en écrivant à Victor Hugo, et en même temps, il y a une affirmation d'ambition, il me semble, assez forte quand il écrit « moi qui ne suis encore rien dans ce siècle ». Le « encore rien », quelque chose de presque menaçant, que je trouve assez savoureux en tout cas. Alors il publie également ce chant premier légèrement corrigé dans un ouvrage collectif au début de 1869, mais je reviendrai sur le détail de ces différentes éditions. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que donc au début 1869, il publie de nouveau le chant premier. Oui, mais l'été 1869, donc quelques mois après, il est capable de demander à ce que soient imprimés les 6 chants de Maldoror. Donc tout porte à croire que la rédaction des chants de Maldoror a été extrêmement rapide. Et c'est effectivement une impression que peut donner ce texte, qui semble toujours attirer plus avant, comme pressé par une sorte d'urgence, et en même temps d'urgence qui s'associe à des discours parfaitement méandreux. Enfin, il y a quelque chose qui effectivement semble faire penser
à une écriture extrêmement rapide qui fait que l'écrivain se serait à peine relu. En tout cas, à l'été 1869, il peut donner à l'éditeur Lacroix. Alors l'éditeur Lacroix à cette époque, ça n'est pas rien, c'est l'éditeur de Gensu, de Victor Hugo, de Michelet. C'est un grand éditeur de la fin du XIXe siècle. Donc Lacroix accepte les 6 chants de Maldoror. Donc là je parle de l'édition que nous pouvons tous lire aujourd'hui. C'est bien, il n'y en a pas d'autres. Il y a 3 éditions, donc 2 éditions du chant premier, puis une seule des 6 chants réunis. Du vivant d'Isidore Ducasse en tout cas. Alors, cet ouvrage, donc Les Chants de Maldoror, tel qu'il regroupe les 6 chants que nous pouvons lire aujourd'hui, eh bien cet ouvrage est le premier à être signé par le comte de Lautréamont. Ce nom n'était jamais apparu auparavant. Et peut-être que ça nous dit quelque chose, vous voyez, comme si ça nous forçait à inverser les rapports de causalité. Ce n'est pas de l'écrivain que naît le texte, mais c'est du texte que naît l'écrivain, ou en tout cas le nom de cet auteur, le comte de Lautréamont, qui n'existait pas avant que l'œuvre ne se soit écrite. Et il y a quelque chose là qui est troublant si on joue à inverser le rapport de causalité traditionnellement posé entre un auteur et le texte qu'il est censé produire. Et peut-être qu'un texte qui s'écrit produit un certain auteur aussi. Bon. Enfin, j'essaie de reprendre le fil. Alors, comte de Lautréamont, d'où vient ce nom? Je vous ai dit qu'il n'existait pas auparavant, certes, mais on peut fortement penser que Isidore Ducasse, pour inventer ce nom, c'est, de toute évidence, inspiré du nom d'un personnage d'un roman de Gensu, un roman qui s'appelait Lautréamont. Alors pourquoi ce jeu anagrammatique, si on peut dire, ce jeu qui nous fait passer de Lautréamont à Lautréamont? Alors, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été faites. Certains ont pensé que ça pouvait être une simple erreur d'un ouvrier typographe qui aurait inversé les lettres, ce qui me paraît quand même, enfin ce qui me laisse un peu perplexe comme proposition. Je préfère évidemment y voir un geste délibéré de la part d'Isidore Ducasse, parce que écrire Lautréamont plutôt que Lautréamont, c'est nous faire entendre l'autre. Alors certains ont proposé même d'entendre l'autre qui est amont. Bon, mais en tous les cas, ça clairement on entend l'autre. Vous voyez, pensez que c'est en 1871, donc quelques années à peine plus tard, que Rimbaud va écrire la fameuse formule « je est un autre ». Et donc, et c'est bien pourquoi j'insistais sur cette ombre qui entoure Isidore Ducasse, comme si ce qui importait c'était cet autre que l'écriture a fait surgir de lui. Et, bon. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ce nom, comte de Lautréamont, apparaît pour la première fois en couverture de cet ouvrage et qu'il ne réapparaîtra plus. C'est un nom dont ne se servira plus Isidore Ducasse, puisque l'année suivante, donc en 1870, il publie deux petites plaquettes, deux fascicules, qui ont comme nom Poésie. Donc à quelques mois d'intervalle, il y a Poésie 1 et Poésie 2.
Alors ces poésies, vous pouvez vous en rendre compte en feuilletant simplement le texte. Enfin, je vous engage à le lire, évidemment, mais là, tout de suite, vous n'avez qu'à regarder rapidement le texte des poésies tel qu'il succède au chant de Maldoror. Vous voyez tout de suite qu'il n'y a rien là qui ressemblerait à des poésie. En réalité, il s'agit plutôt de fragments de prose plutôt théoriques, parfois sur la poésie, mais pas toujours. Il y a aussi des questions morales, métaphysiques qui sont abordées. Donc c'est un titre évidemment très étrange, très énigmatique. Il y a une autre chose très énigmatique à propos de ces poésies d'Isidore Ducasse. Je pense que je vous en reparlerai, mais je vous en dis déjà un mot. C'est que de très nombreux passages du texte des poésies sont en fait constitués d'une reprise de certaines phrases écrites par Pascal, par Vauvenargues, par La Rochefoucauld, des écrivains, des moralistes du XVIIe siècle, et donc qu'il a repris en corrigeant un mot ou deux. Étrange pratique qu'il appelle lui-même le plagiat, mais ce n'est pas tout à fait du plagiat, puisqu'il corrige la source. Et évidemment, on comprend que tout le jeu d'Isidore Ducasse, c'est de voir dans quelle mesure le plus infime changement à une déclaration, même une pensée de Pascal, suffit à renverser complètement le sens. Et ça peut être lourd de conséquences si l'on y réfléchit bien, mais une manière de montrer qu'il ne faut pas être dupe de l'autorité d'une forme, l'autorité d'une phrase. Parce que finalement, la phrase réécrite par Isidore Ducasse, c'est à peu près la même que la phrase qu'avait écrite Pascal. Oui, sauf qu'elle dit parfois totalement le contraire. Une manière de dire « ne vous fiez pas » à l'énoncé, à la force apparente de l'énoncé. En tout cas, c'est une lecture que je trouve séduisante parce qu'elle me semble correspondre à ce qu'on trouve dans les chants de Maldoror en permanence. Je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a une page des chants de Maldoror où le poète nous dit qu'il nous a crétinisés. Bon, mais s'il nous le dit, c'est que je pense qu'en réalité, c'est bien le contraire qu'il essaie de faire, de tout faire pour nous rendre un sens critique tel que nous pourrions le laisser parfois un peu s'assoupir. Et donc, ce procédé des poésies, donc cette sorte de plagiat, comme il l'appelle, me semble en rapport avec d'autres procédés qu'on verra dans les chants de Maldoror et qui ont toujours pour enjeu de rendre toute sa lucidité au lecteur. Voilà, c'est une de mes propositions de lecture des chants de Maldoror. Je la développerai bien sûr plus tard. Je reste un peu sur ces poésies, c'est quand même l'unique texte d'Isidore Ducasse, à part ces chants de Maldoror, donc c'est quand même un texte qu'il est important de considérer. Et puis, vous savez bien qu'a priori, c'est une des méthodes fondamentales de la critique littéraire, c'est que quand on est confronté à l'énigme d'un texte, on cherche à l'éclairer par un autre texte du même auteur. C'est une démarche critique qui va de soi. Bon. Et donc, on est tenté de chercher dans les poésies ce qui pourrait éclairer un peu le texte des chants de Maldoror. Et c'est là où on est forcément totalement désarçonné. Pourquoi ? Parce que les poésies, et dès la première page, affirment que désormais, Isidore Ducasse dira tout le contraire de ce qu'il a dit jusqu'ici. Il se met à défendre le bien, le bon sens, le classicisme, et même sa manière d'écrire, ça devient plutôt des... Enfin, encore que c'est variable, mais parfois ce sont des phrases relativement sobres, relativement sèches, là où les chants de Maldoror nous avaient habitués à une écriture totalement baroque. Oui, donc comme si ça n'était pas le même auteur. Et d'ailleurs, pour appuyer cette impression-là, je vous rappelle que ça n'est pas le même nom d'auteur qui figure sur la couverture. Les chants de Maldoror par le comte de Lautréamont, oui, mais les poésies d'Isidore Ducasse. Et comme s'il y avait là un dispositif qui nous empêchait d'enfermer cette œuvre dans une signification bien acquise. Et c'est justement là où ça me paraît tout à fait passionnant. Et la difficulté que nous pose ce texte me semble aussi résider dans un dispositif littéraire
conçu comme tel, et comme pour empêcher qu'un texte soit ramené à un sens unique. Et de fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Chants de Maldoror. C'est-à-dire que prenez un certain nombre d'ouvrages critiques sur les Chants de Maldoror, aucun ne dira exactement la même chose. C'est extrêmement frappant comment tous les interprètes des Chants de Maldoror, hein, et parmi les plus grands, hein, il y a de très grands écrivains, de très grands critiques qui ont proposé leur lecture des Chants de Maldoror, mais c'est comme s'ils n'étaient jamais d'accord. Hein, et c'est tout à fait fascinant la capacité de ce texte à la fois à inspirer de nombreuses lectures, de nombreuses propositions critiques, et en même temps d'y résister, puisque aucune n'est jugée parfaitement satisfaisante. Voilà. C'est pour ça que j'insiste sur ce texte des poésies, précisément en ceci qu'il est insaisissable, enfin qu'il rend insaisissable l'œuvre que devraient constituer les Chants de Maldoror et les poésies. Vous voyez, là, il y a une articulation qui pose problème. Alors quand Isidore Ducasse publie les deux premiers fascicules qui portent le nom Poésie, donc Poésie 1, Poésie 2, il annonce une publication permanente. Vous voyez, comme si c'était une sorte de journal, de magazine qu'il allait lui-même écrire et vendre à des abonnés. Nous ne saurons jamais si Isidore Ducasse prévoyait d'écrire d'autres fascicules. Pour deux raisons, deux raisons assez simples. La première, c'est que la guerre vient d'être déclarée entre la France et la Prusse, et que bientôt Paris est assiégé par les troupes prussiennes, et que donc, évidemment, personne ne s'occupe des équilibrations de ce Isidore Ducasse que personne ne connaît et que personne presque n'a jamais lu. Donc il va de soi que ça devient une question parfaitement secondaire et qu'il aurait été impossible à Isidore Ducasse de publier un fascicule littéraire pendant le siège de Paris. Bon, et la deuxième raison, qui est encore plus définitive, eh bien, c'est la mort en 1870 d'Isidore Ducasse, qui n'est âgé alors que de 24 ans. Alors, là aussi, ça a nourri une certaine rêverie presque romantique sur la personne d'Isidore Ducasse. Vous voyez, de la même manière qu'Arthur Rimbaud arrête d'écrire de la poésie à 20 ans, Isidore Ducasse, lui, meurt à 24 ans. Il y a une sorte d'imaginaire romantique qui a pu se nourrir de cette disparition précoce. Bon, en même temps, il faut bien rappeler que Paris est alors assiégé, qu'il y a des problèmes de nourriture, d'épidémie, que le taux de mortalité à Paris a battu des records pendant ce siège des troupes prussiennes, et qu'il n'est malheureusement pas si étonnant qu'Isidore Ducasse donc ait pu trouver la mort dans ce Paris-là. Vous aurez noté que j'ai parlé d'une ville assiégée, et c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, c'est même troublant de penser à cette naissance d'Isidore Ducasse dans un Montevideo assiégé par les troupes argentines. C'est-à-dire qu'il naît dans une ville en siège, il traverse l'océan, il passe du Nouveau Monde à l'Ancien Monde, et il finit par mourir 24 ans plus tard dans une autre ville assiégée, ce Paris du Second Empire s'effondrant avec le désastre militaire qu'on sait. Alors je vous lis un document qui est très troublant, et de toute manière c'est le seul que nous ayons sur la mort d'Isidore Ducasse. C'est son acte de décès. Acte de décès d'Isidore Lucien Ducasse, homme de lettres, âgé de 24 ans, né à Montevideo, Amérique méridionale, décédé ce matin en son domicile rue du Faubourg Montmartre numéro 7, célibataire, sans autre renseignement. Et cette formule rajoutée entre parenthèses, sans autre renseignement, il prend une portée vraiment emblématique, comme si c'est ça qui devait rester de la vie d'Isidore Ducasse, cette évidente absence d'autres renseignements.
hein. Et je dirais que ça continue encore, parce que là je parle de son acte de décès, et même si ça n'est pas si étonnant dans un Paris assiégé, tout de même, hein, sachez qu'on a perdu le corps d'Isidore Ducasse, on ne sait pas où il se trouve aujourd'hui, hein. Mais comme s'il s'agissait, jusque dans la mort, d'affirmer ce caractère comme insaisissable de l'auteur des chants de Maldoror. Et forcément, ça a fait rêver toute une modernité, hein, de grands écrivains comme Maurice Blanchot, comme Henri Michaud, hein, dont nous parlerons ensuite, ont toujours affirmé une réticence à se laisser photographier, hein, une volonté de ne pas mêler leur existence biographique à leur existence littéraire, hein. Et donc pour cette modernité, évidemment que cette capacité qu'a eue Isidore Ducasse à échapper aux regards inquisiteurs est apparue comme exemplaire. Par exemple, Philippe Solers, qui a écrit un ouvrage sur Lautréamont, parlera de ce qu'il appelle cet effacement de toute trace biographique comme, je cite, une indication dans laquelle il faut se refuser à voir un simple hasard historique. Comme si, donc, ce qu'insinue ici Philippe Solers, même si c'est invérifiable, c'est le fait que dans sa manière de se consacrer à l'écriture, Isidore Ducasse nécessairement a échappé à la curiosité de ses contemporains, qu'il y avait une sorte là de vérité de son écriture même, hein, qui devait accompagner sa vie telle qu'il l'aura vécue. Bon, enfin, c'est plus une rêverie évidemment qu'une démonstration qu'on pourrait prouver. En tout cas, vous voyez que c'était une trajectoire assez fulgurante, hein, cette trajectoire qui en 24 ans nous a mené donc d'une ville assiégée à une autre, du Nouveau Monde à l'Ancien, et je dirais du romantisme vieillissant de la fin du XIXe siècle au surréalisme encore à venir, hein. J'en reparlerai, mais évidemment que Lautréamont est peut-être la principale articulation entre le romantisme et le surréalisme qui ne cessera de se réclamer de Lautréamont jusqu'à en faire un personnage quasi sacré, hein. Il y a une véritable sacralisation de Lautréamont par le groupe surréaliste. Donc vous voyez ce caractère fulgurant et cette capacité à articuler, hein, me frappe particulièrement dans ce texte. Je voulais conclure là ce petit survol biographique par quelques vers de Jules Supervielle. Jules Supervielle qui a beaucoup rêvé lui aussi à Isidore Ducasse, parce qu'il était originaire de la même ville, comme je vous le disais, il est également né à Montevideo et a toujours eu, Jules Supervielle, un lien très fort avec l'Uruguay. Et donc dans un poème de gravitation, en 1925, Jules Supervielle s'adresse à Lautréamont. Alors je vous lis ces quelques vers. Le jour même de ma mort, je te vois venir à moi, avec ton visage d'homme. Tu déambules favorablement, les pieds nus, dans de hautes mottes de ciel. Tu m'en lances une au visage, Lautréamont. Je trouve assez beau cette idée d'une motte de ciel que Lautréamont jetterait au visage de celui qui l'approche. Et comme s'il s'agissait toujours de garder cette distance qui préserve une sorte d'anonymat de son visage. Et pour dire combien ce mystère Lautréamont a pu faire rêver les écrivains. Mais je dirais que l'histoire n'est pas tout à fait finie. Peut-être même ne fait-elle que commencer. Parce qu'il y a l'histoire d'Isidore Ducasse, hein, c'est celle que j'ai essayé de vous raconter, hein, de cet enfant né à Montevideo qui se retrouve plongé au cœur du Paris haussmannien en essayant de satisfaire son ambition littéraire, mais qui meurt précocement à 24 ans. Donc ça, c'est l'histoire d'Isidore Ducasse. Mais il y a l'histoire des chants de Maldoror.
Parce que ça, j'ai signalé quand Isidore Ducasse avait apporté son texte à l'éditeur Lacroix pour qu'il publie donc les Chants de Maldoror, et je n'en ai plus rien dit. Donc je vais reprendre de là l'histoire, cette fois, des Chants de Maldoror. Lacroix, donc cet éditeur, découvre le texte qu'Isidore Ducasse lui a fait parvenir. Le problème, c'est que nous sommes donc toujours dans le Second Empire, à la fin du Second Empire, mais dans le Second Empire tout de même, et la censure qui s'exerce dans ce régime très puritain, qui n'en finit pas de prôner un certain ordre moral, donc la censure est telle que l'éditeur a peur d'avoir de nouveau un procès, et c'est même plus qu'une peur. Quand on lit certaines pages des Chants de Maldoror, oui, c'est évident, hein, cette apologie de l'immoralité ne pouvait que choquer le régime impérial, et le procès était quasiment certain. Bon. Et comme l'éditeur Lacroix a déjà dû faire face à des procès, il décide finalement de ne pas publier les Chants de Maldoror. Mais les exemplaires ont été imprimés. Hein, et donc les exemplaires des Chants de Maldoror ne paraissent pas, mais attendent dans une cave. Alors, qu'attendent-ils? Eh bien, ils attendent qu'en 1874, un libraire imprimeur de Bruxelles décide de racheter le stock des Chants de Maldoror tels qu'ils attendent toujours dans la cave de l'éditeur Lacroix. Donc ce libraire établi à Bruxelles, donc un certain Rosez, se retrouve lui-même avec tous ces exemplaires imprimés, plusieurs centaines, des Chants de Maldoror. Alors, il décide simplement de recouvrir la couverture originale par une autre couverture où il y a son nom, Rosez, et non plus le nom de Lacroix, et donc une nouvelle année, 1874, alors qu'en réalité, il s'agit de la même édition, il s'agit toujours de l'édition de 1869, vous avez compris. Et qu'en fait-il, ce libraire, de ces quelques centaines de Chants de Maldoror? Eh bien, très vite, il se résigne à les entasser lui-même au fond de sa cave, vu que visiblement ça n'intéresse personne. Et les années passent, et je trouve cette histoire assez fascinante. Vous voyez, c'est un peu comme dans les Mille et une nuits, on pense à un génie attendant dans sa lampe qu'une main vienne le délivrer. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre dans ces exemplaires des Chants de Maldoror qui attendent dans une cave. Et ils attendent, il faut bien dire, assez longtemps, hein, c'est en 1885 qu'entre dans cette librairie, donc toujours la même librairie Rosez, entre de jeunes poètes qui se regroupent comme les poètes de la jeune Belgique. Bien. Donc ces jeunes poètes qui discutent avec le libraire et parlent de littérature. Et à un moment, le libraire leur dit « Mais écoutez, je crois me souvenir d'un texte très étonnant qui vous plairait peut-être, vous qui aimez les choses un peu originales. Donc je vais aller en chercher un exemplaire à la cave. » Et il remonte avec un exemplaire des Chants de Maldoror. Il se trouve donc que ces poètes de la jeune Belgique vont être totalement enthousiasmés par ce texte qui ne ressemble à rien de ce qu'ils ont pu lire auparavant, et ils décident de l'envoyer à un certain nombre d'écrivains français qu'ils admirent. Il y a Huysmans, il y a Joseph Péladan. C'est comme ça que Léon Bloy va pouvoir lire les Chants de Maldoror. Parce que vous comprenez bien que jusqu'ici, les Chants de Maldoror ne pouvaient pas avoir le moindre lecteur, puisque tous les exemplaires étaient enfermés dans une cave. Et là, tout d'un coup, plusieurs écrivains, des grands écrivains français de cette fin du XIXe siècle, se retrouvent confrontés à ce texte, et tous font part de leur enthousiasme.
et parfois même de manière assez étonnante. Léon Bloy, vous savez, cet écrivain d'un catholicisme extrêmement dur, extrêmement violent, extrêmement intolérant, hein, une sorte, oui, d'intégriste catholique, hein, c'est comme ça qu'on peut voir Léon Bloy. C'est un très grand écrivain, mais dans la pensée d'une rigidité un peu terrifiante. Eh bien, ce Léon Bloy s'enthousiasme pour les chants de Maldoror, qui peut quand même sembler une œuvre extrêmement sacrilège ou blasphématoire, hein. Mais Léon Bloy y voit plutôt une sorte de confirmation de la foi, hein, comme s'il fallait bien croire en Dieu pour, à ce point-là, croire au diable, en quelque sorte, hein. Enfin, toujours est-il que tous ces écrivains, et Huysmans également, je le citais tout à l'heure, donc ces écrivains non seulement lisent les chants de Maldoror avec enthousiasme, mais ils en parlent, ils écrivent sur le texte, et donc le font connaître, hein. Et c'est ce qui fait qu'en 1890, hein, une nouvelle édition des Chants de Maldoror est présentée. Et je dirais que c'est à partir de là que la réputation de Lautréamont va commencer à circuler, et je dirais surtout dans les milieux littéraires et artistiques. Mais c'est ce qui explique qu'un exemplaire des Chants de Maldoror ait pu tomber dans les mains d'André Breton pendant la Première Guerre mondiale. Il faut imaginer André Breton donc mobilisé sur le front, hein, le bruit des bombardements comme accompagnement sonore, découvrant avec passion les Chants de Maldoror, qui vont devenir la première référence du surréalisme qu'il va bientôt inventer, hein, mais en s'appuyant d'abord sur sa lecture des Chants de Maldoror. Et encore plus frappant, pour terminer un peu l'histoire de ce texte, André Breton va être tellement passionné par ce texte des Chants de Maldoror qui est tombé dans ses mains dans les années 1916-1917, qu'il va faire des recherches, qu'il va être ramené à Isidore Ducasse, qu'il va entendre parler de ce texte Poésie, hein, publié en 2 fascicules. Et plus aucun exemplaire de ces poésies n'est alors disponible. Sauf que vous savez qu'en France, une loi impériale oblige tout éditeur à déposer un exemplaire de ce qu'il imprime, hein, à la Bibliothèque nationale, qui conserve donc l'intégralité de ce qui a été imprimé en France. Et donc André Breton va à la Bibliothèque nationale, sauf qu'à l'époque, il n'y a évidemment pas de photocopieur ou de scanner, donc il recopie à la main tout le texte des poésies, et il se charge de l'éditer dans la revue Littérature, la revue du groupe Dada parisien dont il s'occupe alors, hein. Et donc si le texte des poésies d'Isidore Ducasse est finalement réédité, devient de nouveau lisible, c'est parce qu'André Breton l'a intégralement recopié à la main pendant des heures qu'on imagine passer à la Bibliothèque nationale. Et je trouve ça assez beau aussi, hein, cette idée de s'imprégner de cet auteur qui va être une sorte de guide pour le surréalisme, donc de s'imprégner de cet auteur jusqu'à recopier l'intégralité de son texte à la main. Voilà. Écoutez, je crois que je vous parle depuis déjà peut-être un peu trop longtemps. J'espère que je n'ai pas été trop confus, car vous comprenez que la difficulté, c'est pour moi d'écarter, je dirais, des lectures un peu psychologisantes et un peu faciles qui se servent de la biographie d'Isidore Ducasse pour expliquer son texte, et en même temps, il y a quelque chose, il est vrai, d'assez fascinant, d'assez énigmatique dans ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas d'Isidore Ducasse. Donc c'est pour ça que j'ai, tout en écartant la tentation d'une lecture trop facile, j'ai voulu développer un peu cet aspect-là de cette double histoire, hein, l'histoire d'Isidore Ducasse d'une part, l'histoire de son texte, Les Chants de Maldoror, d'autre part.
Alors la semaine prochaine, je reviendrai assez rapidement, mais tout de même, sur cette question des 3 éditions. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en 1868, il publie le chant premier, en 1869, une version corrigée du chant premier, et qu'à l'été 1869, ce sont enfin les 6 chants. Bien, il y a des choses, vous verrez, assez intéressantes à dire si on considère ces 3 éditions successives, donc je commencerai par là. Et puis, assez vite, nous allons passer à une lecture de la toute première strophe des Chants de Maldoror. Alors, je précise que je serais évidemment tout à fait enchanté d'écouter un exposé, si vous en aviez un à proposer, donc sur ce premier extrait des Chants de Maldoror, la toute première strophe. Alors, dans ces cas-là, il faudrait que vous me préveniez assez rapidement pour que je mette en place la réunion Zoom qui nous permettra de vous écouter, enfin d'écouter votre exposé. Donc à la semaine prochaine et je vous remercie de votre attention.